Eliana Boker Tov. Boker Tov Daniel. Écoutez les paroles suivantes. Okay. Ici, je m'installerai entre la mer, entre les cieux et la terre, car la fin est arrivée, car mon âme a trouvé sa patrie. Qu'est-ce qui a écrit ça? Je peux vous le faire en hébreu. Kan eshev ben yam ben rakia ve'adama ki gam aketz higia ki matza nafshi moladeta. Bon, ça peut être beaucoup de personnes, mais je ne vais pas me risquer là. Ne vous risquez pas, parce que c'est assez intéressant. Alors, la personne qui a écrit ça, c'est une poétesse qui s'appelle Elisheva. Elisheva, et elle est moins connue que d'autres poétesses parce qu'elle a une histoire un peu particulière. Alors, Elisheva Bichovsky est née sous le nom d'Elizaveta Jirkova en Russie, et elle a la particularité de ne pas être juive du tout. Elle n'est pas juive du tout, elle grandit dans une famille catholique, et il faut dire que son père va décéder quand elle a 3 ans, et on va voir bientôt une image d'elle dans quelques instants, et elle va bientôt être élevée par sa tante à Moscou. Et à Moscou, elle va faire une école pour devenir institutrice, et dans cette école, elle a des jeunes camarades de classe qui sont des jeunes filles juives qui vont en fait l'introduire à la culture et aux traditions juives. Et elle va commencer d'une façon assez surprenante à apprendre le yiddish. Elle connaît déjà l'allemand, donc elle se tourne vers le yiddish, et puis de yiddish, elle va commencer à étudier l'hébreu dans la société des amoureux de l'hébreu à Moscou, donc, et c'est là qu'elle va commencer à apprendre l'hébreu. Et il y a quelque chose d'assez fou, puisqu'elle va commencer à faire des traductions du yiddish en russe, et elle va commencer donc dans le journal juif de langue russe à traduire des histoires courtes ou des poèmes de Yehuda Halevi qui ont été traduits déjà en yiddish par Bialik. Et c'est ainsi qu'elle va se lancer dans une traduction, elle va se rentrer dans un monde qui lui est très étranger, et elle va vraiment se passionner par l'hébreu. Et à partir de ce moment-là, elle va étudier encore plus l'hébreu, et c'est comme ça qu'elle va rencontrer exactement Shimon Bichovsky, qui est lui un militant sioniste, qui est un professeur, un critique littéraire, un éditeur, et c'est le secrétaire du leader sioniste Yechiel Chernov, si ça vous dit quelque chose, et ils vont se rencontrer, et ils vont décider de vivre ensemble. Donc en 1925, ils vont se marier, ils vont émigrer en Palestine avec leur petite fille Myriam, et ils vont s'installer dans le Tel Aviv Aktana, le premier Tel Aviv, pas très loin du lycée à Gimnasia Herzliya, et elle va donc continuer, elle ne va jamais se convertir, elle va continuer à écrire en hébreu, à se passionner pour cette langue, comme le poème, et en fait quand vous comprenez ça, le poème que j'ai lu au départ où elle dit que mon âme a trouvé sa patrie, eh bien c'est véritablement son histoire, puisqu'elle s'est passionnée et intéressée à ce monde juif, et elle va donc vivre en Israël jusqu'à la fin de sa vie. Elle mourra en 1949 à l'âge de 60 ans à Tveria, et elle va donc écrire en hébreu, décrire ce qu'elle voit, faire partie de ce monde intellectuel. Alors vous savez qu'à cette époque à Tel Aviv, il y avait deux écoles, on va dire, de poésie. Il y avait Bialik d'un côté, ça vous passionne ce matin. Oui. Il y avait Bialik d'un côté, de l'autre côté il y avait Shlonsky, donc il y avait les Moznaim, c'était Bialik, et de l'autre côté on avait Shlonsky qui lui faisait partie des Ktuvim, donc il y avait les écrits contre les balances. C'est ça. Et elle, donc, elle va faire partie, elle sera du côté de Bialik, elle va écrire énormément pendant une longue période. C'est grâce à elle que sa famille va vivre, hein. C'est elle qui gagnera tout l'argent de la famille. Son mari va mourir assez tôt, dans l'été 1932, soudainement. Elle va donc s'occuper seule de sa fille, et puis elle vivra, elle va tomber très gravement malade, elle n'aura pas vraiment de moyens, et elle va finir par mourir autour, à côté du Kinneret, où elle sera allée faire une cure aux sources chaudes. Et donc au moment où elle décède, donc le 27 mars 1949, à la date d'aujourd'hui, le 27 mars, on ne sait pas où est-ce qu'on va l'enterrer. Voilà. Et l'association des écrivains voilà. Et là, justement, on parle de son décès, donc on peut pouvoir voir peut-être sa tombe à Koutsat Kinneret. Alors, c'est très réjouissant. Oui, bon, enfin, moi, c'est intéressant parce que, voilà, donc Elisheva, vous voyez, il y a marqué en gros, elle est enterrée juste à côté de Rachel. Et il y avait tout un débat quand elle est décédée, parce que l'enterrer, alors qu'elle est non-juive, dans un cimetière juif, c'est problématique selon la tradition juive. Mais il y a une pression quand même qui a été faite, et donc elle est enterrée. Je me demande si elle n'est pas enterrée dans
des extrémités du cimetière, comme on peut faire parfois pour régler ces problématiques. Et donc, c'est cette grande poétesse qui n'était pas juive de confession, mais qui a décidé de s'allier à l'histoire juive. Et c'est un petit parallèle avec le capitaine d'Air France, qui lui aussi, Bacos, donc qui est décédé hier, qui lui aussi avait décidé, bien que n'étant pas juif, de vivre le destin juif et de rester dans l'avion. Et donc c'est un petit parallèle qu'on pourrait faire ce matin. Intéressant. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique Un jour notre histoire. Nous allons quasiment sans transition après quelques notes musicales retrouver notre invité du mercredi, Daniel Guggenheim, pour parler de sa chronique économique. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.